Il n'y a pas de problème de la vie au sens où nous utilisons ordinairement cette expression. Et cela semble être une offense presque stupéfiante à notre bon sens. La vie n'est pas un problème, nous la voyons comme rien d'autre que des problèmes. Nous nous considérons dans une lutte perpétuelle, matin, midi et soir, pour résoudre le grand problème de l'existence. Et pour certaines personnes, ce problème est pourquoi l'univers existe-t-il? Pour d'autres, le problème est comment vais-je trouver assez à manger? Et donc, que vous le preniez à un extrême ou à l'autre, qui peut dire que la vie n'est pas un problème? Et pourtant, voici cette suggestion audacieuse. Ce qui nous préoccupe est un fantôme. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment là. Une des caractéristiques du comportement névrotique, vous savez, c'est que c'est répétitif. La personnalité névrotique continue à traverser des schémas de vie infructueux encore, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. La course folle de la vie, de la naissance à la mort, telle que nous la vivons ordinairement. Parce que c'est un cercle vicieux. Pour la raison que nous continuons à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas seulement incroyablement difficiles, mais qui ne sont pas des problèmes du tout. Ils ne font que paraître des problèmes et ainsi, lorsque nous abordons des questions impossibles, les choses tournent en rond et ne s'en sortent jamais. Prenons, par exemple, certains des nombreux fantômes qui hantent nos esprits. Nous disons, par exemple, que nous avons tous un instinct de survie. Et beaucoup de gens traitent donc le problème de la vie comme comment vais-je survivre? Et on pourrait presque être un peu prudent à l'idée de soulager les gens de ce problème, de peur qu'ils ne perdent l'impulsion de continuer à faire leur travail. Mais cette impulsion de continuer à faire votre travail est aussi un autre fantôme. Nous pensons que nous sommes conduits, vous voyez. Nous pensons que ce que nous faisons est motivé par ces choses mystérieuses derrière cela. Il est donc très important de simplement garder un œil sur ce qui est fait et de le décrire. Et si vous le décrivez suffisamment clairement et bien, vous trouverez probablement que le fantôme de l'instinct disparaît. Ainsi, vous voyez, quand nous parlons d'un instinct de survie, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la preuve qu'il existe un instinct de survie? Il n'y a aucune preuve, sauf que, en fait, les gens survivent. Jusqu'à ce qu'ils ne survivent plus. Et cela est plutôt étrange, car qu'advient-il de l'instinct de survie lorsque les gens ne survivent plus? Ainsi, de cette manière, nous trouvons que lorsque nous essayons d'expliquer un comportement, une activité quelconque, en supposant qu'il y a une force de motivation, une sorte de spectre incarné derrière tout cela, ce qui s'est réellement passé, c'est que nous n'avons pas suffisamment décrit ce qui se passe. Cela se manifeste d'une autre manière lorsque nous essayons de décrire quoi que ce soit et que nous pensons que nous décrivons quelque chose qui existe en soi. Comme je l'ai souvent dit, nous sommes tellement perturbés par la notion de substance, vous voyez, une substance qui agit, une substance qui fait des choses. Mais tout cela, vous voyez, c'est que le monde nous semble matériel jusqu'à ce que nous l'examinions de près. En d'autres termes, une nébuleuse distante dans les cieux ressemble à une étoile solide jusqu'à ce que vous dirigiez un télescope géant dessus et que vous distinguiez le motif clair d'une nébuleuse spirale. En d'autres termes, le concept de substance est une sensation que nous obtenons lorsque nous n'avons pas examiné les choses de suffisamment près. Ou lorsque nos instruments ne sont pas assez fins pour pénétrer ce que nous observons, mais lorsque les instruments sont suffisamment fins, ce que nous obtenons à la place, c'est un motif. Et un motif est simplement une forme de comportement, d'activité. Considérons cela autrement. Revenons à l'organisme humain et posons la question. Eh bien, qu'en est-il de sa forme? Comment se fait-il qu'un organisme humain soit contenu? Tous les organes sont maintenus par la peau. Eh bien, nous décrirons, bien sûr, la structure de la peau et comment elle tient ensemble. Mais ensuite, nous découvrirons rapidement que nous parlons aussi de l'air environnant, qui s'appuie sur la peau humaine avec une pression d'environ 15 livres par pouce carré. Donc, s'il n'était pas là, j'exploserais. Maintenant, la question se pose, qu'est-ce qui maintient l'organisme en forme? Et nous découvrons que ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de la peau qui le maintient en forme, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur de la peau. Et lorsque nous continuons à décrire cela encore plus en détail, nous découvrons qu'il n'est pas tout à fait correct de dire que c'est l'air qui fait cela, ou que c'est l'organisme qui fait cela. Nous commençons à décrire à la place ce que Dewey et Bentley, dans leur livre fascinant, Knowing and the Known, appellent une transaction. C'est-à-dire qu'un acheteur ne peut pas acheter à moins que quelqu'un ne vende aussi. Vous ne pouvez rien savoir à moins qu'il n'y ait quelque chose à savoir. Et ce fait, vous voyez, est constamment négligé. Quoi que ce soit dans le monde, qu'il soit inanimé ou animé,
quel qu'il soit, est là en vertu d'être en relation transactionnelle. Pas avec quelque chose d'autre, mais avec tout le reste. Un être humain, bien sûr, a de nombreuses relations. Elles sont très compliquées. Une personne que nous appelons un docteur n'est pas seulement liée à son travail de docteur, mais il peut aussi être un père, lié à une famille, il est un citoyen, lié à une communauté d'autre manière que comme docteur, et ainsi de suite. Et donc, nous commençons à l'imaginer, pour ainsi dire, en dehors de ces relations, comme une sorte de constante traversant toutes ces différentes relations. Et donc, d'une certaine manière, différent de toutes. Mais cela, vous voyez, crée un fantôme. Cela crée un être indépendant de toutes les différentes relations dans lesquelles il se trouve. Alors que, à proprement parler, il est inséparable de ces relations, et nous ne pouvons pas les éliminer. Nous ne pouvons que le décrire pleinement comme l'ensemble complexe. Ainsi, en d'autres termes, chaque organisme pourrait être appelé le comportement du champ ou de l'environnement dans lequel il se trouve. Cela ne signifie pas que l'organisme est quelque chose que l'environnement pousse et qu'il est complètement passif et inerte, et que tout ce qu'il fait est simplement une réponse à des stimuli externes. Parce que d'une certaine manière, l'organisme fait partie de son environnement. Après tout, c'est un objet, un processus de la nature, dans le cosmos, tout comme tout ce qui est dans son environnement. Il n'y a vraiment aucun moyen de séparer les deux, au lieu de parler, pour ainsi dire, en cette terminologie de faiseurs et de faits, d'attaquants et de victimes. Nous simplifions considérablement les choses en nous contentant de nous limiter à une description de ce qui se passe. Et ce faisant, nous obtenons une image du monde particulièrement clarifiée, sans toutes sortes de fantômes. Et c'est de cette manière que nous commençons également à avoir une intuition ou une sensation préliminaire de la signification du fait que la vie n'est pas un problème. En d'autres termes, pas un concours entre nous et notre environnement. Cette conception de la vie s'avère fondamentalement fallacieuse.